Bonjour les amis, alors on va continuer aujourd'hui les différentes phases de la quête spirituelle qui nous amène de l'éveil de conscience à l'éveil spirituel. On a déjà vu dans les vidéos précédentes la phase numéro 1 qui est l'événement déclencheur, c'est-à-dire cet événement difficile qui va provoquer un profond mal-être et qui a pour objectif de nous faire prendre conscience qu'il est important aujourd'hui de changer de vie, de changer de chemin de vie. On a vu dans une phase numéro 2 que cet événement déclencheur va provoquer un incessant questionnement intérieur. Des questions intérieures qui vont tourner en boucle à l'intérieur de soi et si l'on choisit de rechercher les réponses à ces questions, va nous amener à la phase suivante, la phase numéro 3 qui est la phase de la quête. La phase numéro 3 nous amène à la quête et elle démarre par la quête de soi. Il s'agit à ce moment-là de répondre d'abord aux questions matérielles que l'on se pose, c'est-à-dire déjà comment se soigner. Arrive la phase suivante qui est la phase du questionnement intérieur, la quête de soi, les questions existentielles. Les questions existentielles. Dans cette phase, effectivement, les questions existentielles vont émerger de plus en plus. Ces questions existentielles, elles vont naître du fait que on va arriver à un moment donné où on va commencer à véritablement guérir de la situation dans laquelle l'événement déclencheur nous a mis. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus sortir du cœur de la tourmente. C'est ainsi que petit à petit, on va commencer à se poser des questions sur le sens de tout ce qui nous est arrivé. Quel est le sens qu'il y a derrière cet événement? Quel est le sens qu'il y a dans la façon dont on a vécu cet événement déclencheur et notamment pourquoi l'a-t-on vécu avec une telle force? En effet, on va entrer progressivement ou clairement, de plus en plus rapidement dans un état d'introspection. Un état dans lequel on va véritablement chercher un sens à la vie, un sens à sa vie personnelle. Qu'est-ce que aujourd'hui cet événement déclencheur a bousculé en nous? Qu'est-ce qui l'a changé à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a vécu? Pourquoi on l'a vécu? Comment ne pas le revivre et comment ne pas reproduire des comportements qui étaient ainsi néfastes pour nous? Cette quête de sens est véritablement profonde et elle va nous amener à un moment donné à une question essentielle qui regroupe l'essentiel de tout ça. Cette question essentielle qu'on va se poser à un moment donné de cette façon ou d'une autre, c'est qui suis-je? Qui suis-je véritablement au plus profond de moi? Un état dans lequel on va véritablement s'interroger sur qui l'on est vraiment, c'est-à-dire quel est véritablement notre tempérament. Parce qu'effectivement, on va découvrir au fur et à mesure de sa recherche de guérison et de mieux-être que finalement, tout ce qui nous est arrivé, certes, il y a un événement déclencheur qui est extérieur, sur lequel on n'avait pas nécessairement toujours la main mise, en fonction de l'événement déclencheur que c'était, mais on va se rendre compte qu'en fait, on avait la main mise sur quelque chose d'essentiel, c'est la façon dont intérieurement on pouvait vivre cet événement. Comment psychologiquement on pouvait traverser cet événement difficile. Là, véritablement, on va se rendre compte petit à petit qu'on a une main mise sur cela, mais qu'on ne l'a pas eu pendant l'événement déclencheur et ce qui s'en est suivi. Ainsi, de fil en aiguille, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, on a vécu cet événement déclencheur de telle façon parce qu'on n'en avait pas la maîtrise. Et quand on va commencer à se demander qu'est-ce qui fait qu'on n'en avait pas la maîtrise, eh bien on va se rendre compte de toutes les limites qui sont les nôtres intérieurement. On va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas maîtrisé la façon dont nos émotions allaient se manifester en nous et on n'avait surtout pas le contrôle sur à quel point cette émotion pouvait nous submerger. C'est ainsi que de fil en aiguille, en lecture, en vidéoconférence, en information, en connaissance que l'on va acquérir par les biais différents, on va comprendre une chose essentielle, c'est que finalement, pour maîtriser ses émotions, il faut avoir le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la liberté de choisir ce que l'on souhaite pour soi, mais également le pouvoir de choisir ce que l'on souhaite pour soi. En effet,
on va se rendre compte qu'on a manqué de libre arbitre. C'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer à se rendre compte à quel point finalement tout ce que l'on croyait être soi jusque-là, toute cette connaissance de qui l'on est, son caractère, tout ce que l'on montrait à la société depuis notre plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, en réalité n'était pas complètement soi. On va se rendre compte que finalement, ce personnage que l'on montrait autour de nous, que l'on se proposait d'être et que l'on montrait autour de nous, en réalité n'était pas vraiment nous. Il était une personnalité que l'on a composée au fur et à mesure de son avancée en âge et en se calquant notamment à toute l'éducation, à toute la culture, à toutes les expériences que l'on a vécues durant sa croissance, durant son évolution jusqu'à l'âge de l'événement déclencheur. En effet, on va se rendre compte que ce personnage que l'on croyait être soi n'était en réalité qu'un faux self. Ce faux self, c'est donc une personnalité d'apparat. Cette personnalité d'apparat, malheureusement, la plupart du temps, elle est complètement inconsciente. Parfois, elle est consciente. Des fois, on joue un rôle en société parce qu'on sait que dans telle situation, il faut se comporter de telle façon, dans telle autre, de telle autre façon. Mais la plupart de ces comportements et des caractères que l'on a acquis sont en réalité qu'une adaptation inconsciente à son environnement. Et quand on commence à comprendre que finalement, durant sa vie entière quasiment, on n'a pas toujours été vraiment soi, eh bien on commence à comprendre le malaise intérieur que l'on ressent la plupart du temps depuis tout petit, c'est-à-dire une forme de malaise profond sur lequel on n'arrive pas à poser des mots, une sensation intérieure où l'on ressent qu'on n'est pas parfaitement paisible, dans laquelle on ressent qu'on n'est pas parfaitement à sa place, une sensation quelque part diffuse au plus profond de soi qui nous fait dire on n'est pas vraiment heureux, peu importe finalement la situation extérieure dans laquelle on est. Comment on se rend compte de ce faux self? Eh bien, c'est effectivement en commençant à se renseigner sur ce développement personnel. Vous l'aurez vu, vous l'avez certainement déjà bien entamé cette phase. Si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous êtes déjà bien avancé et que cette phase-là, vous l'avez déjà bien vécue, vous êtes vraiment en train de la vivre en ce moment. Cette phase durant laquelle vous êtes en quête de soi va vous pousser à aller chercher un tas d'informations dans le développement personnel. Et vous pouvez trouver aujourd'hui un tas d'informations, des livres, des articles, des conférences. Aujourd'hui, que ce soit sur le net ou sous forme papier, vous avez pléthore d'informations de spécialistes qui diffusent aujourd'hui un tas d'informations. Cette phase durant laquelle vous allez partir en quête d'informations, pour moi, est la phase de déconstruction, de dépersonnalisation dans laquelle vous allez petit à petit finalement faire le ménage dans tout ce qui n'est pas vous, dans tout cet apprentissage qui a été le vôtre depuis votre enfance. Vous allez petit à petit mieux comprendre c'est quoi les blessures de l'enfant intérieur, c'est quoi le féminin intérieur, c'est quoi le masculin en soi, c'est quoi les blessures du passé, c'est quoi les empreintes du passé. Vous allez comprendre quelles sont les croyances erronées, les croyances limitantes. Vous allez vraiment en apprendre des tas sur les autres et des tas sur vous-même. En général, effectivement, c'est une période où vous êtes vraiment en recherche d'informations importante. Vous allez passer de livre en livre, d'article en article, de vidéo en vidéo. C'est vraiment une période durant laquelle vous allez chercher à comprendre véritablement qui vous êtes. Et c'est cette période qui va vous permettre de faire un bilan finalement de vous-même. En effet, cette période de recherche d'informations va vous pousser à revenir en arrière. Vous allez faire le bilan de votre passé et de votre présent. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte de toutes ces blessures, de ces empreintes, de toutes ces cultures, de toutes ces croyances que l'on vous a inculquées, que vous avez accepté d'accueillir en vous comme faisant partie de vous. En effet, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout simplement aujourd'hui le fruit de votre culture. Alors, on ne l'est pas tous dans des degrés qui sont les mêmes. Certains sont beaucoup plus le fruit total de leur culture. D'autres ont su conserver une part d'eux-mêmes, une part de vérité intérieure. Mais n'empêche, à des degrés divers, on est tous dans un faux self. Et en repassant intérieurement les histoires du passé, vos comportements passés, vous allez comprendre qu'effectivement, le premier
le premier apprentissage qui a été le vôtre, c'est celui issu de votre culture familiale. Les parents sont les premiers à nous inculquer des croyances, une culture, donc une façon de voir le monde, une façon de se comporter au monde. Effectivement, bien souvent, c'est à contresens de qui l'on est vraiment. Un exemple flagrant, la religion. On va se rendre compte à un moment donné que lorsqu'on était petit, on nous a inculqué une religion et on l'a prise la plupart du temps comme étant une évidence, comme étant tout naturellement sa propre religion, et on y a cru véritablement au plus profond de soi. On a accueilli ainsi que parce qu'on est né dans une famille chrétienne, qu'on est chrétien. Parce qu'on est dans une famille juive, on est juif. Parce qu'on est né dans une famille musulmane, on est musulman. Ainsi, lors de cette période de déconstruction, de découverte du soi, on va comprendre qu'effectivement, on a pris pour acquis quelque chose qui nous a été inculqué, et arrive un moment dans cette vie où, durant cette phase, on va commencer à remettre en cause, parce que jusque-là, on n'avait pas remis en cause la religion dans laquelle on est né. On n'avait pas remis en cause la religion qui nous a été inculquée, on l'a juste pris pour soi. Et puis là, on comprend un petit peu l'absurdité de la chose, ou en tout cas les limites de la chose. Ne pas remettre en cause un apprentissage, c'est simplement faire du copier-coller, et c'est évidemment ne pas être soi-même. Donc durant cette phase, pouf, on se dit mince, je suis le fruit de ma culture, j'ai juste repris la religion de mes parents, je me suis jamais demandé si vraiment moi, au plus profond de moi, je croyais à ce qu'on m'a appris. Alors, aux règles de fonctionnement de la famille, aux valeurs, aux principes, aux modalités de l'organisation de la famille vont alors se surajouter les modalités de comportement que l'on se doit d'avoir à l'école. Puis vont se surajouter les règles en société. Les amis, le groupe d'amis avec lequel on passe le plus de temps vont nous inculquer également un certain nombre de comportements qu'on se doit d'avoir dans ces groupes. Puis on grandit, et puis de la même façon, arrivé à l'adolescence, on va lâcher un petit peu la culture familiale, mais on va s'adapter à une nouvelle culture qui est celle de son groupe amical, de son groupe d'âge. Et de la même façon, on va reprendre des comportements qui nous sont inculqués par la majorité de ce groupe, et on va les prendre pour soi. On arrive dans le monde du travail, rebelote. Dans un emploi, il y a souvent une attitude, il y a souvent des valeurs, il y a souvent une façon de se comporter qui est précise. Il y a un code, voilà, le code de la profession, et on va de la même façon se comporter tel que ce groupe attend que l'on se comporte. Quand on est adulte, cette culture nous est grandement inculquée par les médias, et les médias qui sont en général avec une même pensée, avec une même information diffusée d'une chaîne à l'autre, continue à nous inculquer un mode de pensée qui est celui que la société qui la dirige souhaite que l'on accueille pour être une vérité. Dans tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on a fait toute sa vie? On s'est adapté. On s'est adapté au milieu dans lequel on était pour être intégré tout simplement au milieu dans lequel on était. Parce que tout simplement pour être intégré à ces différents milieux, familial, scolaire, amical, professionnel, etc., on se doit d'appliquer les règles du milieu, sinon on est trop différent et la différence fait peur. Et c'est ainsi que lorsqu'on ne respecte pas ces règles, on est souvent mis à l'écart, voire on est complètement mis hors circuit de ce système. Autant l'adaptation est quelque chose de sain, autant la suradaptation devient problématique. Et c'est là que le bas blesse. On s'est malheureusement pas simplement adapté à un milieu, on s'est suradapté au point de s'oublier soi-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans cet événement qui nous arrive, cet événement déclencheur qui nous arrive, c'est qu'on est arrivé à un moment où l'élastique a été beaucoup trop tiré. On s'est tellement adapté, on s'est tellement suradapté qu'à un moment, l'élastique qui est tiré lâche. Il lâche plus ou moins fort, des fois il casse et des fois il casse pas, mais n'empêche que ça crée un soubresaut dans nos vies et c'est ce qui crée cet événement difficile et ces émotions difficiles à accueillir en soi. Donc, quand on prend conscience durant cette phase de l'absurdité de ce mode de fonctionnement, on peut tomber de haut. On peut effectivement tomber de haut et parfois de très haut, c'est ce qui va nous plonger très bas.
On peut plonger très très bas, effectivement, durant cette phase où on prend conscience à quel point on a été, entre guillemets, manipulé, on commence à se dire, bah mince alors, tout ce que j'ai perdu comme temps durant ma vie. Combien durant ma vie je me suis laissé guider par l'envie, les décisions, les opinions, les valeurs d'autrui. À quel point j'ai pas mené ma vie, ma carrière de la façon la plus en adéquation avec mon moi intérieur. À quel point je me suis soumis à un diktat qui était celui de la société dans laquelle on était. Effectivement, soit ça peut être juste une prise de conscience de cela, qu'on n'était pas dans son libre arbitre, soit, et c'est souvent le cas, on entre dans une phase de tristesse, une phase d'angoisse, une phase de, parfois même de dépression. Certains vont même effectivement jusqu'à une dépersonnalisation, c'est-à-dire tout à coup ils se réveillent un matin et se disent « mince, je ne sais plus qui je suis ». Ça peut être plus ou moins vertigineux en fonction de sa capacité d'adaptation, mais quand on a une capacité d'adaptation qui est faible, eh bien généralement on va effectivement aller très profondément en dépression et on y restera le temps dont on aura besoin pour se reconstruire. Certains peuvent rester quelques mois en dépression et d'autres peuvent rester des années. Dans mon cabinet, je reçois effectivement beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure, dans la compréhension désormais que, effectivement, jusque-là, ils ont été dans un faux self et qu'ils ne veulent plus ça, mais ils ne savent encore pas où aller. Et donc, il y a des gens qui me disent que ça fait des quinzaines d'années qu'ils sont dans cet état plus ou moins dépressif, avec des hauts et des bas, et d'autres qui me disent, finalement, ça s'est passé il y a 3 mois, et que là, depuis, j'ai un gros éveil de conscience, une vraie prise de conscience, et j'ai vraiment envie d'aller de l'avant. Maintenant, quels sont les objectifs de cette phase de déconstruction ? Le monde spirituel nous dit que cette phase a pour objectif de nous permettre de redevenir véritablement soi-même, et pour redevenir vraiment soi-même, il est important de se départir totalement de cette fausse personnalité que l'on croyait être soi, ainsi de se débarrasser petit à petit grâce à cette déconstruction des différentes couches de notre culture qui se sont surajoutées d'année en année en année et de plein de façons différentes, soit consciemment, soit inconsciemment. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir retrouver pleinement son libre arbitre. C'est-à-dire qu'en redevenant soi-même, on retrouve la capacité de prendre des décisions pour soi en toute conscience, en pleine connaissance de qui l'on est vraiment et de ce que l'on veut vraiment intérieurement. Ainsi, de ne plus être manipulé par qui que ce soit, par quoi que ce soit, et ce, quel que soit son âge. Il s'agit vraiment aujourd'hui de retrouver la pleine maîtrise de sa vie. Bien évidemment, cette déconstruction n'est pas toujours totale. Ainsi, on ne retrouve pas nécessairement totalement son libre arbitre durant cet événement déclencheur. Peut-être en faudra-t-il d'autres événements peut-être moins durs, à partir du moment où la conscience a été ouverte, deviendront moins durs, mais qui nous permettront de continuer, de grandir intérieurement cette conscience et ce libre arbitre. Mais cet événement déclencheur va quand même, à ce moment-là, ouvrir une ouverture de conscience très importante dans notre vie pour enfin partir sur une quête de soi de plus en plus importante. On est donc là dans cette phase à un éveil de la conscience de qui l'on est soi-même vraiment. Pourquoi c'est important de retrouver son libre arbitre ? Eh bien, sans le libre arbitre, on ne peut pas créer sa vie telle qu'on le souhaite. En effet, intérieurement, si on est dans un faux self qui est en opposition avec son moi véritable, il va y avoir une déchirure interne, un déchirement intérieur comme un élastique à l'intérieur de soi qui s'est tendu de plus en plus qu'on a grandi. Ainsi, c'est ce qui fait qu'intérieurement, on ressent ce mal-être sur lequel on n'arrive pas à poser les mots. On ressent ce manque de paix intérieure, là au plus profond de soi, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en soi, et ce, quelle que soit la situation matérielle dans laquelle on s'est installé dans la vie. Qu'on ait une vie finalement plutôt confortable, plutôt agréable, ou qu'on ait une vie difficile, c'est quand même pour tous un sentiment à l'intérieur diffus, profond, qui nous fait dire
on n'est pas heureux au plus profond de ça, même si finalement dehors ça va pas trop mal. Ainsi, retrouver son libre arbitre et réorganiser sa vie telle qu'on le veut vraiment va nous permettre de retrouver tout simplement l'harmonie en soi. Une réunification, une unification de qui l'on est vraiment, c'est-à-dire une fusion de ce que l'on présente au monde et ce que l'on est, ce qui installe nécessairement la paix intérieure. Voilà l'objectif de cette phase de déconstruction. Comment j'ai vécu cette période de déconstruction? Après mon burn-out, je me suis vraiment questionnée sur comment ça se fait que j'en suis arrivée à faire ce burn-out, parce que ça me paraissait tellement inconcevable que j'ai cherché à vraiment comprendre. J'ai vraiment cherché à comprendre comment j'ai pu en arriver là et surtout comment ne pas recommencer, parce qu'inévitablement je devais retourner au travail et je voulais retourner au travail le plus tôt possible. Et quand j'ai cherché à comprendre comment j'ai pu en arriver là, eh bien, ce qui m'apparaît absurde, c'est que durant la phase avant burn-out, j'étais hyper consciente de la situation dans laquelle j'étais. Je savais pertinemment que je travaillais beaucoup trop, que j'étais en train de me fatiguer et que j'étais de plus en plus épuisée et qu'indubitablement, si je continuais ainsi, j'allais tomber malade. J'ai fait des tas de démarches auprès de mon administration pour obtenir le personnel manquant qu'on m'avait promis et que je n'ai pas vu venir malheureusement. Et j'ai continué à travailler ainsi. Je me souviens qu'un matin, j'ai dit à ma secrétaire, qui était finalement aussi fatiguée que moi, je ne les laisserai pas nous rendre malades. Je ne les laisserai pas, c'était nos administrations respectives. Et malheureusement, je suis quand même tombée malade. Ça, c'est super surprenant parce que j'en avais conscience et pourtant, j'ai quand même fait le burn-out. Comment était-ce possible? Moi, ça me paraissait vraiment inimaginable. C'est pour ça qu'effectivement, quand j'ai fait le burn-out, j'ai pas un instant pensé que c'était un burn-out, j'ai vraiment pensé que c'était une maladie. De même pour mon médecin, il n'a pas pensé que j'étais en burn-out, il savait que j'étais fatiguée, puisque moi-même je disais que j'étais épuisée. Mais n'empêche qu'on pensait que c'était physiologique, c'était physique, une maladie neurologique. Vous voyez? Et finalement, les examens médicaux ont montré que non, c'était simplement un état d'épuisement avancé. Donc face à ça, vraiment, on se questionne, on se dit, mais c'est pas possible, comment j'en suis arrivée là? Comment je pouvais être à la fois consciente et inconsciente? C'est inexplicable. Et voilà, j'ai plongé dans ce questionnement intérieur pour vraiment aller comprendre comment ce phénomène-là est possible à l'intérieur d'une personne. J'ai vu une psychologue là assez rapidement, qui est très sympa, très compétente, avec laquelle j'étais super bien, comme une copine finalement, vraiment, parce qu'on était comme d'égal à égal, voilà, il n'y avait pas cette position de supériorité. J'ai pu d'un côté vider mon sac, et puis aller poser des questions, et finalement ces questions, elles me le retournaient. Et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre que j'ai voulu me conformer à ce que la société attendait de moi. J'ai pas eu des parents qui m'ont mis la pression, ils avaient juste envie que je réussisse ma vie scolaire, que je réussisse des études universitaires, que je réussisse ma vie professionnelle, etc. Et finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que dans tout ça, bien que j'ai pas été mis sous pression, j'ai compris que c'était la société tout entière qui m'a mis la pression. Les parents, effectivement, sans s'en rendre compte d'une certaine façon. Les professeurs à l'école qui vous poussent à avoir toujours des bonnes notes, dans la compétition de la meilleure note, dans le classement dans la classe pour savoir à quelle place on se trouve par rapport aux autres. Arrive ensuite la société, voilà, qui dit mes enfants, vous ferez des études supérieures, vous irez à l'université, vous irez dans des grandes écoles, et puis mon enfant, quand je dis mon enfant, moi, je parle de la société qui parle comme ça, vous ferez des études et ensuite vous aurez un poste dans le domaine tertiaire qui sera un domaine de réussite, surtout pas le manuel parce que c'est mal vu. Donc on se rend compte que je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis conformée à ce modèle que l'on nous proposait, ce modèle de réussite qu'on nous proposait. Et puis qu'en faisant ça, finalement, j'ai pas vraiment choisi ma vie. Je l'ai choisi, si, parce que c'est moi qui ai choisi de faire des études de droit, c'est moi qui ai choisi d'aller vivre dans telle ville, c'est moi qui ai choisi de faire tel et tel métier. Je l'ai choisi
mais en même temps, j'étais pas totalement consciente des choix que je faisais, des conséquences des choix que je faisais, de l'adéquation des choix que je faisais vis-à-vis de qui j'étais vraiment. Ça veut dire que je me suis laissée porter par les événements de la vie, là où la vie m'a menée, et j'ai accueilli les choses telles quelles sans me demander si vraiment elles étaient en adéquation avec qui j'étais. Ce qui fait qu'en effet, de fil en aiguille, j'ai évolué dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, finalement pas si mal que ça, hein, parce que j'ai réussi tout ce que j'avais entrepris et j'ai appris de tout ce que j'ai entrepris. Mais n'empêche que pendant cette phase de déconstruction, quand j'ai pris vraiment conscience de ça, je me suis rendu compte que finalement, ce personnage que j'avais présenté à la société, eh bien, n'était pas vraiment qui j'étais. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça fait comme si on prenait un vase et qu'on le vidait d'un coup. Voilà, mon vase que j'étais, cette enveloppe que j'étais, était tout à coup devenue vide. Je l'avais vidé de ce passé que j'avais accueilli comme moi. Je l'ai vidé de mon faux self. Et donc, un matin, je me suis réveillée, je suis allée dans le jardin voir mon mari et je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Mon mari, évidemment, face à une question comme celle-là, a été assez dépassé. Il m'a écouté, mais qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Forcément, lui-même n'avait pas conscience de ce que ça voulait vraiment dire au plus profond de soi. Puis, j'étais à la séance suivante avec ma psychologue et je lui ai dit la même chose. J'ai pris conscience que je ne sais plus qui je suis. Et je lui ai expliqué ce que ça voulait dire, je ne sais plus qui je suis. C'est-à-dire que je sais maintenant quel était mon caractère jusque-là, jusqu'avant le burn-out. Je savais pertinemment qui j'étais, quelles étaient mes motivations, quels étaient mes choix de vie, quel était le futur vers lequel je souhaitais tendre. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que cette personne que j'étais hier, c'est plus du tout qui je suis aujourd'hui. Tout ce que je projetais de moi jusque-là, c'est plus du tout qui je suis aujourd'hui. Donc je me suis retrouvée là, face à moi, vide, neutre, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que je me sentais pas mal. Je me sentais assez bien dans ce vide, juste, je ne sais pas qui je suis, mais je suis, point. Mais n'empêche que ça fait bizarre parce que voilà, on ne peut pas se projeter dans le futur, et si on ne se projette pas dans le futur, c'est assez déstabilisant parce que ça peut être vertigineux quand on ne sait pas où on va mettre le pied suivant. Donc, j'étais assez bien dans ce vide intérieur, mais en même temps, j'avais besoin de réponses pour pouvoir me projeter dans l'avenir. Donc, j'ai été effectivement à ce moment-là totalement déconstruite et même dépersonnalisée. J'avais perdu ma personnalité. Cette personnalité, c'est qui je suis devenue avec cette fameuse culture. Et derrière la personnalité, il y a en réalité un tempérament. Le tempérament, c'est qui je suis vraiment, qui je suis originellement au-delà de la culture. Alors c'est un petit peu difficile de dire qu'il y a quelque chose au-delà de la culture, parce qu'avant la culture, on est un bébé, il n'y a pas grand-chose non plus dedans, il est dans un état assez neutre. Et j'étais dans cet état-là. Donc, dépersonnalisation, voilà, je me suis retrouvée dans le creux de la vague, c'était pas désagréable, c'était pas agréable non plus, quand même, ne faut pas se mentir, et il me restait plus qu'à remonter. Je vous expliquerai comment, dans un instant, je suis remontée. Mais ça, c'est une autre des phases. Beaucoup d'entre vous avaient vécu cette déconstruction par l'intermédiaire, alors on va reprendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure, par l'intermédiaire de cet événement qui a été le Covid et notamment grâce à cette période de confinement. À l'époque du confinement, moi j'étais largement sortie de tout ce travail intérieur. À l'époque du confinement, je me souviens des communications que j'avais avec les archives akashiques et ils m'expliquaient tout bonnement que la période de confinement est une période qui est voulue par le monde spirituel, même si elle n'a pas été en tant que telle déclenchée par le monde spirituel, c'est les hommes et leur manipulation grâce au Covid, mais il n'empêche que le monde spirituel nous a dit que cette période de confinement est une période nécessaire pour nous pousser collectivement dans cet état d'introspection.
Parce qu'en effet, comme pour moi, on est tous, grosso modo, dans le métro boulot dodo lorsqu'on est en activité, ou alors on est en suractivité, même quand on est à la retraite, on a toujours quelque chose à faire à droite à gauche. Alors tout le monde n'est pas dans cette situation, encore une fois, relativisons, mais beaucoup de personnes sont dans un mode de vie où s'enchaînent activité sur activité, qu'elle soit professionnelle ou ludique. Et effectivement, à un moment donné, le monde spirituel nous dit: voilà, on va accompagner cet événement déclencheur qui est le Covid-19 pour permettre à chacun d'arrêter de regarder à l'extérieur. Et pour cela, chacun de nous avons besoin de temps. Et c'est ainsi que le confinement a été comme un cadeau que le monde spirituel nous a offert pour enfin avoir ce temps d'introspection. Pendant le confinement, la vie s'est ainsi ralentie. Chacun étant confiné à la maison a dû trouver des occupations diverses et variées, et notamment beaucoup d'entre vous se sont posé des questions. Des questions sur leur vie avant le confinement et leur vie pendant le confinement et leur vie après le confinement. Beaucoup d'entre vous, je l'ai entendu, je l'ai observé véritablement parce que moi j'avais un temps de recul vis-à-vis de tous ces événements parce que je les avais déjà vécus moi par le biais de mon arrêt de travail et mon burn-out. J'ai vécu ça, je vous rappelle, en 2013-2014. Donc quand le Covid est arrivé, j'ai vraiment vu de haut tous ces événements et ça m'a permis vraiment de faire le parallèle entre ce que vous viviez à ce moment-là tous et ce que moi j'avais vécu durant mon confinement personnel qui a été l'arrêt de travail. Et effectivement, j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont pris conscience d'un tas de choses les concernant. La première chose, c'est leur goût du contact avec les autres. C'est une période durant laquelle vous vous êtes véritablement rendu compte à quel point les autres étaient importants, fondamentaux dans votre vie. C'est une prise de conscience qui peut paraître paradoxale parce que effectivement on rencontre notre famille, nos amis régulièrement, mais on n'a pas posé véritablement sa conscience sur c'est quoi cette relation qu'on avait ensemble. Pendant ce confinement, cette séparation obligée a fait renaître à l'intérieur de chacun cette envie, ce besoin, cet amour pour les autres et notamment pour les membres de leur famille. On a vu notamment durant cette période également le besoin de se retrouver dans la nature. Beaucoup d'entre vous qui êtes des citadins avaient retrouvé l'envie d'aller prendre contact avec la nature parce qu'effectivement on pouvait sortir plus facilement à la campagne que dans les villes. Mais en faisant ça, en vous éloignant des villes, vous vous êtes rendu compte que finalement c'est pas si mal que ça de vivre en ville et c'est peut-être même très bien. D'autres se sont rendus compte que la solidarité était vachement importante. On a vu ces mouvements durant le confinement, notamment j'ai vu ça dans les quartiers qu'on dit soi-disant difficiles. J'ai vu beaucoup de jeunes qui se sont rassemblés et qui sont allés faire des courses pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de leur domicile parce que justement elles étaient la cible essentielle du Covid à ce moment-là, en tout cas c'est ce qu'on disait. Donc une solidarité véritable s'est organisée à ce moment-là. On a également vu dans les villes un retour de la nature. Les animaux sont ressortis dans les villes. On a pu voir des renards, on a pu voir des biches dans les grandes villes, chose qu'on n'avait jamais vu auparavant de jour. Ce qui se passe la nuit, mais dont on n'est pas conscient en général. On a vu également des cours d'eau qui se sont dépollués le temps de cette période de confinement. On a vu finalement que la nature finalement est privée de pas mal de ses droits et qu'elle les a retrouvés durant la période de confinement. Donc ça éveille en soi pas mal de questionnements intérieurs sur la place de l'homme dans la nature. On a pris également conscience de l'importance de la liberté, juste le principe de la liberté. Je vous rappelle que l'objectif de tout cela, c'est de nous éveiller à notre libre arbitre, c'est qu'on retrouve notre liberté de faire ses choix de vie en toute conscience et non plus inconsciemment. Et donc là vraiment, on a retrouvé en étant privé de liberté la conscience de l'importance de la liberté. Ça éveille vraiment en soi cette conscience que lorsqu'on est emprisonné d'une façon ou d'une autre, on ne peut plus faire des choix de vie. Et ça nous fait prendre conscience petit à petit, au fur et à mesure de toutes ces prises de conscience dont on vient de parler, que notre vie,
finalement est géré, est organisé par autre chose que par soi. Qu'on est juste le produit, petit à petit on se rend compte de ça, qu'on est le produit de notre société. Qu'on a été pris dans les rouages de notre société. Et notre société a été essentiellement organisée par d'autres que par soi. Et que finalement ce que les autres ont organisé pour nous n'est pas en adéquation avec ce que l'on veut pour nous. Ça a été une période véritable d'éveil de conscience pour un grand nombre d'entre nous. Bien évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de la majorité d'entre nous qui s'est éveillée, mais un grand nombre de personnes ont commencé durant cette phase-là de déconstruction à comprendre qu'effectivement, ils étaient le produit de la société. Alors vous l'aurez compris, c'est une période qui n'est pas facile à vivre parce qu'on s'est déstructuré et on ne sait pas vraiment où on va. Donc il se passe beaucoup de choses intérieurement qui fait qu'on peut être en souffrance. Ainsi, quelques conseils que je peux vous donner maintenant et qui m'ont été notamment donnés par le monde spirituel également. Eh bien, il est important de comprendre durant cette phase qu'il faut prendre soin de soi. Il faut véritablement prendre soin de soi parce qu'on va mal, donc pour aller mieux, il faut se faire tout simplement du bien. Se faire du bien, c'est la première chose, c'est déstresser. Donc le premier conseil que le monde spirituel donne à chacun dans cette situation, parce que vous êtes nombreux à venir me voir durant cette phase-là, est méditer. Il s'agit ici de méditer non pas pour atteindre un état de conscience qui vous permet de communiquer avec l'invisible, avec vos guides, etc. Non, pas encore, pas à ce stade-là. Il s'agit de méditer tout simplement pour déstresser. Déstresser, ça commence déjà par apprendre à calmer petit à petit son esprit. Et avant même d'apprendre à calmer petit à petit son esprit, il s'agit d'apprendre à écouter son esprit, écouter sa voix intérieure. Et vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer à méditer, et beaucoup l'ont déjà expérimenté, c'est que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de ça. Et lorsqu'on est arrivé à cet état de mal-être, c'est que déjà là-dedans, ça tourne en boucle constamment. Ce qui fait que forcément, quand on commence à méditer, qu'on est dans cet état-là, c'est compliqué d'aller calmer son esprit. Mais le premier travail, c'est déjà d'apprendre à fermer les yeux et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Écouter sa voix intérieure, son mental qui tourne en boucle, et en général, qu'est-ce qui tourne en boucle à cette époque-là? Des questionnements, des problématiques. Il refait sa vie présente et passée sous des formes différentes. On revisite un petit peu comme ça, mais en tournant en boucle de façon négative les événements qu'on a revécus. Donc l'idée, c'est vraiment simplement d'aller écouter ça, d'aller écouter ce qui se passe dans notre corps physiquement, quelles sont les sensations corporelles qui viennent et quelles sont les émotions, tout cela fait naître en soi. Il s'agit donc d'une écoute active au début. Donc je répète, n'essayez pas d'atteindre des états de conscience qui vous permettent de communiquer avec l'invisible et n'essayez pas de faire taire votre mental à ce moment-là parce que ce sera bien trop difficile. Vous allez échouer et vous allez indéniablement dire « je ne sais pas méditer, la méditation c'est pas pour moi ». Mais effectivement, si on respecte ces étapes, je ferme les yeux, je reste 5 minutes, ne serait-ce que 5 petites minutes au début, j'y vais progressivement, je ne me mets pas la pression, j'y vais vraiment comme je le sens, 5 minutes au début, ça va très bien, je ferme les yeux et j'écoute. J'écoute ce qui se passe dans mon esprit. Tiens, je suis en train de penser, là mon esprit est parti sur la problématique que j'ai vécue hier avec un tel ou avec une telle. Et puis, juste le constat, vous constatez. Et puis voilà, bon, vous continuez. Et bien, il y a une autre idée qui va revenir. Elle va tourner en boucle dans votre esprit toute seule, en automatique. Et au moment où vous allez en prendre conscience, tiens, je suis en train de penser, juste ça arrête la pensée. Et vous continuez. Une autre pensée indéniablement va arriver. Vous allez tourner ça en boucle, en automatique, sans vous en rendre compte. Et à un moment donné, vous allez prendre conscience, tiens, je suis en train de penser. Et je pense à quoi? À ça. Et voilà, et ainsi de suite, voyez. Juste commencer comme ça va vous apprendre petit à petit à calmer votre esprit. Au bout d'un moment, à force de faire ça, de temps en temps, essayez de le faire régulièrement, mais faites-le au moins de temps en temps. Il ne s'agit pas de faire ça tous les jours parce que ça va vous mettre la pression et vous ne tiendrez pas le coup. Vous tiendrez 2 semaines, 3 semaines et vous arrêterez. Allez-y à votre rythme de temps en temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et vous allez apprendre à petit
calmer votre mental. Parce que plus vous apprenez à reconnaître que vous étiez en train de penser, plus vous allez ouvrir des espaces entre chaque pensée. C'est-à-dire que les espaces entre chaque pensée, vous allez prendre conscience que vous pensez, vont s'allonger de quelques secondes au début et petit à petit de plus en plus. Il ne s'agit pas de gagner des minutes entre deux pensées, il s'agit de gagner quelques secondes, d'accord? Mais juste ça, ça va vous déstresser et en même temps, ça va vous permettre de vous rendre compte de quelles sont les pensées qui tournent en boucle dans votre vie. Ça va vous faire prendre conscience de quelles sont les problématiques qui sont en vous et qui tournent de façon inconsciente et qui vous pourrissent finalement la vie, d'accord? Donc, méditer, on va pas faire un sujet là-dessus parce que ce serait trop long, mais ça vous donne quelques pistes pour commencer. Ensuite, le deuxième conseil qu'ils donnent constamment dans les séances d'hypnose ou d'archives akashiques, c'est de se balader dans la nature, de se promener dans la nature. Ils nous expliquent qu'aller se promener dans la nature, dans des zones où il y a des forêts, donc beaucoup d'arbres, et surtout dans des zones montagneuses, les sommets des montagnes, des hautes montagnes, eh bien vous mettez en contact avec des énergies subtiles qui sont fortement nutritives, entre guillemets, qui sont fortement énergisantes. Effectivement, la forêt, parce que les arbres transmettent des énergies tout autour d'eux, qui nous sont bénéfiques. Donc il s'agit juste à ce moment-là de se balader, de respirer tranquillement et puis idéalement si on se sent le courage de ça et c'est pas toujours le cas pour tout le monde parce qu'on n'est pas toujours à l'aise en forêt, eh bien méditer en forêt ça peut être une belle expérience aussi. Mais idéalement, effectivement, les hautes montagnes et les sommets des hautes montagnes, vraiment les pics, parce qu'ils nous expliquent que là-haut, l'énergie est non polluée. L'énergie est beaucoup plus bénéfique pour nous parce qu'il n'y a ni pollution mentale ni pollution matérielle. Donc c'est ainsi qu'on peut vraiment se ressourcer. Et généralement, vous êtes énormément à ressentir cet appel de la nature quand vous êtes dans cette phase. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez qu'il faut que vous alliez vous balader en forêt, que vous alliez marcher, que vous alliez en montagne. C'est comme un appel intérieur. Voilà pour ces deux conseils essentiels. Un autre conseil, c'est juste de prendre soin de soi, c'est retrouver une habitude de vie saine. Donc, ça passe essentiellement par retrouver une alimentation saine et équilibrée, retrouver des activités sportives et essayer d'adapter son temps de sommeil au plus juste de ce dont le corps a besoin. Ça, c'est essentiel, des conseils là-dessus, vous en trouverez des tas sur internet, n'hésitez pas à vraiment prendre conscience de ça. C'est par le corps que l'esprit se sent à l'aise. Si le corps va mal, l'esprit ne pourra pas aller bien. Ça nous ramène donc à prendre soin de son corps. En effet, dans cette phase-là, on a tendance parfois à oublier son corps. On est capable d'écouter son esprit, sa tête, son mental, et on oublie d'écouter son corps. L'objectif avec tout ça, c'est de se remettre en connexion avec non seulement son esprit, son mental, mais également avec son corps, parce que c'est au travers notamment du corps qu'on ressent son intuition. Donc reprendre contact avec son corps physique, se rendre compte de quelles sont les tensions que l'on vit intérieurement dans son corps, prendre conscience des besoins de son corps, est essentiel parce qu'il va vous apprendre à vous connecter à votre intuition. Parce que l'intuition, c'est pas là dans le mental, l'intuition, c'est là dans le cœur. Et pour ressentir ce qui se passe là dans le cœur et qui remonte ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, au mental, pour ressentir ce qu'il y a là dans le cœur, il faut écouter son corps. Donc, les pratiques effectivement comme la méditation, mais d'autres comme la sophrologie, le yoga, le tai chi, etc. sont des pratiques qui vous permettent de vous reconnecter, de vous mettre à l'écoute de votre corps. Prendre soin de son corps, c'est aussi tout simplement se faire du bien. Aller se faire masser tout simplement parce que ça enlève véritablement toutes les tensions corporelles. Ça, les massages, ça peut paraître surprenant, mais c'est quelque chose que les guides proposent souvent. Allez vous faire masser, ça va vous retirer les tensions corporelles, ce qui va vous permettre d'aller physiquement de mieux en mieux.
Allez également vous faire du bien, c'est tout simplement si vous êtes sportif, vous aimez faire du vélo, vous aimez marcher, vous aimez faire du tennis, ou si vous l'êtes moins, vous aimez sortir, aller au cinéma, aller au théâtre, aller vous faire des boutiques, ne serait-ce que ça, eh bien faites-le. Voilà. Tout ce qui peut vous faire du bien, c'est extrêmement important de le faire en cette phase. Ça paraît rien du tout de dire tout ça. Mais en même temps, lorsque vous êtes dans cette phase-là, vous oubliez très souvent de vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent des gens qui pensez beaucoup aux autres, vous pensez beaucoup à votre entourage, à vos amis, et prendre soin de vous, c'est quelque chose de compliqué, c'est même quelque chose de culpabilisant pour vous. Parce que vous vous donnez tellement à l'autre que vous vous oubliez complètement, ou en tout cas assez fortement. Ainsi, quand on vous conseille de prendre soin de vous, c'est quelque chose qui est difficile à accueillir véritablement, même si vous sentez que vous en avez besoin, mais c'est difficile parce que vous avez l'impression d'être un petit peu égoïste dans cette situation. Prendre soin de soi, c'est un petit peu oublier les autres dans votre esprit. Sauf que les guides nous disent que, au contraire, dans cette période, vous êtes totalement auto-centré et c'est justement ce dont vous avez besoin. L'objectif, c'était vraiment, durant cette phase-là, de nous auto-centrer de façon à ce qu'enfin, on pense vraiment à soi. Parce qu'on a tendance à penser beaucoup trop aux autres. On est complètement centré sur l'extérieur au lieu d'être centré sur l'intérieur. Déculpabiliser. Voilà un des conseils phares également que le monde spirituel nous donne. Déculpabiliser de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez de mieux en mieux, si vous allez bien, tout naturellement autour de vous, votre entourage va en profiter parce que c'est dans l'ordre des choses. Si l'on va bien, son entourage a tendance à aller mieux également. Si soi-même on ne va pas du tout, son entourage ne peut pas aller bien. Pensez tout simplement à vos enfants, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes malade, comment vos enfants peuvent-ils être heureux? Non, ils ont besoin de parents en pleine forme, de parents joyeux, de parents présents. Et donc, ça passe donc par prendre soin de soi, retrouver des forces, retrouver le bonheur, retrouver la joie. Et derrière, forcément, vous allez pouvoir donner d'autant mieux, d'autant plus juste à votre entourage. Ensuite, un dernier conseil que moi je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner. Vous faire accompagner parce que travailler sur soi, c'est pas toujours évident quand on n'en a pas les compétences. Effectivement, c'est une phase durant laquelle on va apprendre de plus en plus en lisant, en écoutant des conférences, mais vous aurez compris que toutes ces informations auxquelles on a accès sont toujours généralistes, elles ne sont pas personnalisées. Donc, pour faire ce travail de personnalisation, pour le faire sérieusement, c'est-à-dire ne pas le faire que 3 semaines et puis s'arrêter, pour être assidu dans ce travail sur soi, dans cette connaissance de soi, c'est important d'être guidé par quelqu'un dont c'est le métier. En effet, c'est mieux d'aller voir un professionnel qui est souvent un professionnel de la psychologie, un psychologue, un psychothérapeute quelconque, un thérapeute spécialiste de l'accompagnement, un coach, quelqu'un en tout cas dont c'est le métier d'accompagner les autres. Vous regarderez ce qui vous intéresse le plus sur le marché professionnel, il y a plein de types de thérapies intéressantes, à soi de voir laquelle résonne le mieux pour vous. Se faire accompagner, ça va vous permettre en fait d'avoir cette écoute attentive que le professionnel peut offrir à chacun. Surtout que même si on a des amis, de la famille qui est attentif, il est bien difficile d'obtenir leur attention sur des mois. En général, à un moment donné, les amis, ce qu'ils ont envie, c'est que vous redeveniez ce qui vous étiez. Ils ont envie de retrouver l'ami qu'ils connaissaient. Jusque-là, ils n'ont pas forcément envie de vous porter durant des mois et des mois, d'être votre psychothérapeute. Donc, à un moment donné, les amis, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vous comprennent pas tant que ça, qu'ils ont du mal à suivre et qu'à un moment donné, ils lâchent prise. Ce qui est juste dans l'ordre des choses, c'est juste tout naturel. Tout le monde n'est pas un spécialiste de l'accompagnement. Tout le monde n'a pas cette qualité d'écoute que le professionnel de la psychologie a normalement. Évidemment, il s'agit de trouver la personne avec laquelle vous sentez le plus en adéquation, avec laquelle vous allez vous sentir vraiment à l'aise et vraiment écouter. La deuxième chose qu'a un spécialiste de la psychologie, de l'accompagnement, c'est que il va pouvoir vous guider.
Il ne va pas vous imposer sa façon de voir les choses, il va simplement vous guider pas à pas pour vous pousser à aller au-delà même de vos limites. Il va le faire essentiellement par le questionnement, en vous posant ponctuellement des questions lorsque vous butez, lorsque vous arrêtez. Et en vous posant des questions, ça va vous obliger vous-même à aller chercher à l'intérieur de vous des réponses, quelles qu'elles soient ces réponses. Ça va vous obliger à creuser, creuser, creuser. Et de fil en aiguille, plus il va vous questionner et plus vous allez en apprendre sur vous-même. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez vous-même trouver les réponses à vos questions. Parce qu'en général, il ne vous donne pas nécessairement les réponses, il vous donne des pistes. Mais c'est à vous d'aller trouver intérieurement les réponses et c'est ainsi que vous apprenez à vous connaître vraiment et non plus en calquant un faux self parce qu'un autre vous l'aura proposé. Et puis dernière chose, nous disent le monde spirituel, confiance. Tout simplement confiance qu'après la pluie vient le beau temps, nécessairement. Que la vie est cyclique, qu'effectivement vous êtes dans le creux de la vague, mais qu'à un moment donné, nécessairement, vous allez remonter. Qu'à un moment donné, on va être aussi dans le creux de la vague, mais on va remonter, et on va redescendre et on va remonter. Et que la vie est ainsi faite, finalement, c'est une pente ascendante, mais avec des hauts et des bas, mais elle est quand même ascendante. C'est le propre de l'évolution humaine. Donc, après la pluie vient le beau temps. Confiance, prenez soin de vous durant cette période. Apprenez à retrouver votre libre arbitre. Apprenez à de mieux en mieux être dans l'action de ce libre arbitre et vous irez nécessairement mieux à un moment donné. La difficulté, c'est effectivement quand, mais chacun prendra le temps dont il aura besoin.